Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. On va commencer tout de suite, très rapidement, par une décision démocratique, puisque 109 voix contre 66, l'article 1er du projet de loi de vigilance sanitaire est adopté et prolonge le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Donc voilà, c'est-à-dire que là, ils ont posé déjà les premiers jalons de ce qui va leur permettre le 10 ou le 13 prochain de pouvoir éventuellement prolonger le pass sanitaire, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, puisque, je rappelle, normalement la loi sur le pass sanitaire est jusqu'au 15 novembre, et que donc le 10 ou le 13, ils vont déposer leur petite loi, leur petit décret pour coller, puisqu'on a réussi à faire voter au Parlement la prolongation de l'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, le pass a sa légitimité jusqu'au 31 juillet 2022. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on va avoir certainement dans les mois prochains, c'est-à-dire on va essayer de faire de légiférer sur la possibilité, alors pas forcément pour tous les Français, mais peut-être pour les Français qui ont des difficultés de se déplacer, ou ne vont peut-être pas avoir possibilité d'aller dans des bureaux de vote, de pouvoir faire du vote électronique, voire peut-être établir le vote par correspondance. Donc évidemment, on sent bien qu'ils veulent installer de nouveaux outils pour l'élection présidentielle de 2022 sur lesquels évidemment on pourra faire de la fraude. Joli, je pense que cette présidentielle 2022 sera la dernière de la Ve République. Ensuite, je vais aborder évidemment un sujet qui est assez croustillant, pour ne pas éventuellement le nommer. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a haussé le ton et menacé de sanctions Varsovie après une décision controversée du tribunal constitutionnel polonais, le Premier ministre du pays dénonçant un chantage. Comme vous l'avez peut-être vu, l'équivalent du Conseil constitutionnel polonais a décidé de considérer que les lois nationales ne peuvent en aucun cas être supplantées par les lois européennes dans certains domaines. Que la Pologne réaffirmait au final sa souveraineté contre l'Union européenne. Branle-bas de combat, puisque là, c'est-à-dire que la Pologne se met totalement à contrarie du principe fondamental de la Constitution européenne, c'est-à-dire le fameux traité de Lisbonne, appliqué sur les tenants du traité de Maastricht, c'est que finalement, l'Union européenne, par l'intermédiaire donc de sa présidente, a rappelé que, et d'ailleurs sur les plateaux de télé, certains spécialistes l'ont rappelé également, c'est qu'à partir du moment où les États ont signé, les États acceptent la suprématie de la réglementation et des décrets européens sur la loi souveraine nationale. C'est-à-dire que finalement, ils ont lâché le morceau. Et il y a même un monsieur sur un plateau de télé qui a eu l'audace de dire les peuples ont décidé, les peuples ont signé. Non, monsieur, les peuples n'ont pas signé. Je rappelle que certains peuples ont eu des référendums et que sur ces référendums, ils ont dit non. Que dans certains pays, on leur a fait refaire des référendums pour que jusqu'à ce qu'ils disent oui. La France n'a pas dit oui. La France s'est vue imposer le traité de Lisbonne par la traîtrise de sa représentation nationale. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, en congrès, qui ont validé le traité de Lisbonne, malgré le refus par le référendum de 2005. Le fameux prétexte étant, oui, mais le référendum était sur la Constitution européenne, là il s'agit du traité de Lisbonne. Allez-y, foutez-vous de notre gueule, vous avez changé 2 lignes et 2 points, et c'est tout. Arrêtons les faux semblants, arrêtons de nous prendre pour des demeurés. Et donc, là, l'Union européenne vient de bien afficher qu'elle a l'intention d'affirmer sa suprématie sur les États membres. Donc les États membres
ne sont pas souverains. Les États membres ne sont plus indépendants. Ils le sont sur le papier dans certains domaines. Mais vous le savez, quand on fait un peu de loi, quand on fait un peu de droit, on se rend compte que très souvent, on peut jouer avec les mots. On peut jouer avec les subtilités, on peut jouer avec les phrases, on peut jouer avec les syntaxes, on peut jouer avec les narratifs de ce que la loi dit. Et finalement, trouver sa loi et son contraire. Et que finalement, dans ce genre de situation, c'est toujours la jurisprudence, c'est toujours un tribunal, c'est toujours l'appréciation de juge qui va trancher. Donc voilà, vous le savez, Françaises, Français, vous n'êtes plus un peuple souverain. Car l'affaire polonaise est en train de vous en faire la démonstration. Pour continuer, évidemment, je vais parler de cette crise énergétique. Enfin, crise énergétique dans le sens, pas seulement en matière de pénurie, parce que ça, les pénuries aujourd'hui, elles commencent à se développer, et à différents niveaux et pour différentes raisons, comme je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans les précédentes vidéos, même si, en effet, on commence à avoir des ruptures d'approvisionnement du fait justement parce que ceux qui approvisionnent sont en fait des transformateurs et ces transformateurs ont une rupture d'approvisionnement de leurs matières premières, c'est aussi l'énergie. L'énergie aujourd'hui devient, finalement, commence à s'installer en pleine campagne présidentielle et ça évidemment, ça dérange un petit peu les politiciens parce que ils sont quand même plus ou moins responsables depuis des années qu'ils sont en place, depuis des années qu'ils ont occupé des différentes fonctions, que ce soit aux affaires ou à l'échelle locale. Que puis-je rappeler que vous le savez que l'Union européenne veut absolument faire en sorte que la France soit démunie de ces outils de production électrique qui lui donne et confère cette indépendance énergétique, parce que la loi du marché l'impose. On le sait, dans les couloirs, certains voudraient vendre nos usines hydroélectriques. D'autres, écologie de salon, voudraient que nous sortions du nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que, fort heureusement, une grande majorité de Français savent encore se servir de leur cerveau et se disent « mais attendez, si on vend nos centrales hydroélectriques, si on sort du nucléaire, comment on va faire pour nous alimenter en électrique ?» Énergie renouvelable. Oui, alors attendez, le problème c'est que vos énergies renouvelables, c'est quoi vos énergies renouvelables? Essentiellement, c'est l'éolien et le photovoltaïque. Sauf que le problème c'est que l'éolien, si on veut réussir à arriver ne serait-ce qu'à 50 ou 60% de la production énergétique actuelle, il nous faudrait installer en France plus de 40 000 éoliennes. Donc destruction du paysage, destruction de la faune et de la flore. Les photovoltaïques, pareil, suivant les régions, ça va poser des problèmes, vu que le taux d'ensoleillement dans le nord est beaucoup moins important que celui dans le sud, que dans le sud il y a parfois des températures qui excèdent un certain nombre de degrés, et si bien que les photovoltaïques ne sont pas prévus, ou il suffit que pour des raisons de fabrication, défaut de fabrication ou défaut de coût, on ait acheté des photovoltaïques de mauvaise qualité, et pouf, ça flambe. Donc du coup, les Français, oui, ils sont quand même conscients. Ils disent, mais attendez, en fait, on entend des discours de gens qui nous demandent de nous saborder, en fait, énergétiquement parlant. Nous avons ce conflit avec le gaz. Comme vous le savez, le fameux Nord Stream, gaz russe, passant par la Baltique, va être opérationnel très bientôt. Les premiers tests ont été faits, ça fonctionne. Au grand détriment, évidemment, des Américains. Les Américains font les gros yeux aux Allemands. Tout simplement parce que les Américains font partie des fournisseurs de gaz liquéfié. Donc évidemment, si les Russes réussissent à construire des gazoducs pour alimenter l'Europe avec du gaz russe, pensez bien que les Américains ne sont pas contents. On leur pique d'une part de marché. Qui plus est, part de marché aussi avec le Qatari.
Et donc on nous fait cette petite crise énergétique avec le gaz. Force est de constater que, de toute façon, comme le disait je ne sais plus qui récemment, en fait, on arrive au bout d'un modèle. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tous les politiciens, et plus particulièrement ceux qui vont se présenter au présidentiel 2022, si vous leur posez la question, mais est-ce que vous pensez que le modèle économique d'avant Covid, on va pouvoir le remettre en place ? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où il faut saisir cette opportunité pour remettre tout à plat et revoir nos modèles économiques ? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas un qui va adopter l'idée de dire oui, en effet, il faut revoir notre modèle économique. Ou alors ils vont le dire, mais ils vont le dire de façon complaisante, tout en sachant que derrière, ils n'auront jamais les outils, ils n'auront jamais les soutiens pour le faire. Parce qu'en réalité, le problème, c'est vous. C'est vous les consommateurs. C'est vous qui, tant que vous n'aurez pas pris conscience qu'il y a un moment donné, il va falloir réapprendre à consommer intelligent, eux, ils continueront à vous prendre pour des demeurés et à vous faire payer la facture et à vous endetter. Qui plus est, même le système de la dette, aujourd'hui, est arrivé à sa fin, est arrivé à saturation. On ne va pas pouvoir maintenir de la servitude sur les gens avec de la dette. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver avec de la misère, avec de la pauvreté. Et là, en revanche, on risque de se retrouver dans une situation, on risque d'avoir une proportion de gens qui tout d'un coup vont se dire non, ça suffit. Non, on n'est plus d'accord. Vous nous avez sacrifiés, vous nous avez liquidés de la société de consommation, vous nous avez jetés sur le bas-côté de la route, parce qu'on n'avait pas de travail, parce qu'on n'a pas de compétences, parce qu'on n'a pas de qualifications, ou parce qu'on a des qualifications, etc. Mais vous ne voulez pas nous payer à la mesure de nos compétences et de nos connaissances. Alors évidemment, si vous avez la possibilité de partir à l'étranger dans un pays où vous allez pouvoir trouver peut-être un boulot qui sera payé à la mesure de vos compétences, tant mieux pour vous. Je fais partie de ces gens, même si à la limite c'était pour d'autres raisons, mais je connais d'autres collègues qui, eux, l'ont fait aussi pour cette raison. Parce qu'ils ont eu des opportunités à l'étranger, donc ils sont partis à l'étranger pour travailler dans des boulots mieux rémunérés que ce qu'ils ne l'étaient en France. D'ailleurs, on vient d'apprendre que d'après une étude, la France peine à recruter des compétences et des talents, et elle peine encore plus à les garder. On se demande bien pourquoi. Tout d'un coup, on découvre ça, mais attendez, ça fait depuis 40 ans qu'on le dit. Ah, évidemment, on vous dit oui. Ouais, mais bon, le coût du travail est très cher en France. Le coût du travail est très cher. Hein, vous savez, vous avez peut-être vu cette vidéo, hein, le coût du travail est très cher. Oui, mais le problème, c'est le coût du travail, ça nuit à la compétitivité. Le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail. Il faut faire la part des choses. Soit vous voulez des salaires plus élevés et réduire les charges. Mais dans ce cas-là, vous dites adieu à votre système social, vous dites adieu à votre sécurité sociale, vous dites adieu à vos pensions de retraite, et vous allez sur le marché des fonds de pension, sur le marché privé. Mais là, vous allez vous rendre compte que ce que vous payez en charge en France, tout d'un coup, vous allez payer presque un tiers, voire un quart, un tiers, voire la moitié de ce que vous payez déjà en plus. Donc, le problème des charges, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il faudrait peut-être en effet réformer un certain nombre de charges sur les salaires à la fois employés et patronales. Ça là-dessus, je suis sûr et certain qu'il y a des réformes à faire. Mais il faut préserver ce système social français que nous avons. Donc ça veut dire que vous participez, vous contribuez, vous cotisez à ce système. En revanche, le problème qu'on a en France, c'est que vous avez des entreprises qui ont depuis des années adopté le principe du dumping social. C'est-à-dire toujours trouver des bonnes raisons pour ne pas augmenter les salaires. Parce que derrière, surtout dans les entreprises privées, eh bien, il y a des résultats à faire, il y a des objectifs à atteindre.
Et de fait, on met la pression sur la hiérarchie, on met la pression sur les directeurs, sur les responsables, etc., pour que leur budget colle le plus aux nouvelles politiques imposées chaque année. Ce qui fait que on réduit les budgets maintenance, on réduit les budgets salariales, on réduit les budgets d'investissement, on réduit, etc., etc. Pour préserver le bénéfice du fait que sur les marges, eh bien, on ne va pas pouvoir continuer à augmenter les marges comme ça indéfiniment, sous prétexte parce qu'il faut faire de la rentabilité. Donc la problématique, si vous voulez, du salaire en France, elle est multiple. Elle n'est pas due que aux charges. Elle est liée au fait qu'on est dans un système de dumping social qui fait que les entreprises n'augmentent pas les salaires. À la rigueur, il n'y a peut-être que les petites entreprises, les petites PME, qui par des procédés de participation, bénéfices, etc., peuvent encore permettre à des salariés, en effet, de pouvoir gagner des bons salaires. Mais ça reste des petites entreprises qui restent relativement fragiles du fait des activités locales. Parce qu'à l'échelle nationale, évidemment, dès que vous commencez à taper l'échelle nationale, vous êtes tellement massacré par des taxes, par des frais, etc., que oui, là, en effet, il y a aussi un travail à faire. Mais, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il faut tout remettre à plat, il faut tout remettre sur la table. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de remettre les choses sur la table, parce qu'ils y tirent, eux, leur profit. Ils y tirent leur intérêt. Surtout le système des subventions. Parce que quand on vous dit, oui, regardez, la Seine-Saint-Denis attire des entreprises, elle est compétitive, etc. Oui, forcément, puisque la Seine-Saint-Denis fournit à la fois des subventions pour permettre aux entreprises d'être motivées de venir en Seine-Saint-Denis, et en plus de ça, elles ont les bénéfices de certains allègements de taxes et de charges locales. C'est la compétitivité. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui regrettent d'avoir déménagé en Seine-Saint-Denis parce qu'elles sont en fait, qu'est-ce qu'elles ont gagné en économie, elles l'ont perdu en investissement pour assurer la sécurité non seulement de leurs locaux, mais aussi de leurs employés. Dommage. Alors tout de suite, on va dire, oui, vous faites de la caricature. Non, je ne fais pas de la caricature. Alors la Seine-Saint-Denis, c'est un grand département. Donc évidemment, vous trouverez des entreprises ou dans des endroits très calmes, où il n'y a pas de problème de sécurité, etc., où c'est un paradis. Oui, bien sûr, vous en trouverez des endroits comme ça en Seine-Saint-Denis. Mais malheureusement, ce sont des endroits qui n'ont pas forcément de bons services de transport public, qui ne sont très mal desservis par le métro ou par le train, ou par les autobus. Donc à moins d'habiter dans la localité, en effet, proche de l'entreprise auquel vous travaillez, là en effet. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, que ça aussi c'est une guerre entre les municipalités, entre les villes, pour essayer d'attirer les entreprises dans leur giron fiscal, forcément, là où des petites villes pourraient très bien investir dans des infrastructures, dans des moyens de transport, etc., pour permettre justement à être séduisantes pour des entreprises, pour qu'elles viennent s'installer dans ces petites villes, eh bien malheureusement ces petites villes, en général, on les tacle très rapidement parce que les grandes agglomérations, qui ont parfois des projets pharaoniques, eh bien elles ont besoin de ces entreprises pour les taxes. C'est exactement le même problème aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des États qui se font la guerre pour essayer d'aller piquer les riches chez les uns pour les amener chez les autres. Aujourd'hui, nous avons appris il y a quelque temps que M. Elon Musk a finalement confirmé qu'il allait déplacer son quartier général au Texas, à Austin. Évidemment, il a rassuré, ne vous inquiétez pas, en revanche, les unités de production, les entreprises que j'ai en Californie restent en Californie, mais l'essence même de l'activité, c'est-à-dire que ces petites entreprises paieront à l'échelle locale leurs taxes par rapport au comté dans lequel elles sont, et à l'échelle de l'État, ce n'est pas l'entreprise qui paiera les taxes au niveau de l'État de Californie, mais l'entreprise paiera ses taxes par rapport à son lieu de résidence, qui est aujourd'hui, ou qui sera demain, Austin, au Texas. C'est le problème qu'on a en Europe avec les GAFA. GAFAM, pardon, j'ai oublié le M, Microsoft. C'est qu'ils payent
leur taxe locale dans leurs entreprises installées localement, mais à l'échelle nationale, ils ne payent pas d'impôts parce que leur siège social est ailleurs. Logique. Eh bien malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, même ça, c'est la grosse guerre. C'est la grosse guerre au tel point que même des entreprises nationales françaises osent se délocaliser dans d'autres pays étrangers. Pourquoi ? Parce que le coût du travail, parce que le coût de la main-d'œuvre, parce qu'on est obligé de répercuter dans les marges et que les marges nous obligent à vendre nos produits à des prix qui ne sont pas compétitifs. Mais alors, j'entends de loin celui qui est au fond là. Oui, je vous entends. Mais pourquoi alors on n'arrive pas à gérer les choses intelligemment pour que justement on puisse réduire le coût du travail dans les entreprises? Et bien tout simplement parce que quand vous écoutez les discours de nos politiciens par rapport à ça, ils mettent en avant le coût du travail par rapport aux charges. Mais ils ne vous diront jamais que les charges, elles servent à payer quoi ? En partie. Ils vont dire oui, ça sert à payer le système social français. Mais pas seulement. C'est bien de l'argent qui part aussi dans vos poches, dans celles de ceux qui cumulent des mandats, dans celles qui vivent dans le luxe, qui servent à payer les 300 000 € de frais de petite troisième mi-temps du match de M. Macron et de ses acolytes et amis footballeurs et politiciens, sans masque, sans distanciation. Vous avez vu cette vidéo, on se croirait revenir à 1789. Le gueux, lui, est obligé de respecter des règles. Le gueux, lui, ne peut fréquenter que certains endroits que s'il a un pass sanitaire. En revanche, chez Monsieur le Président de la République, après s'être tapé un petit match de foot pour soi-disant récolter 50 000 €, derrière dépense 300 000 € pour une petite fête à l'Élysée avec ses potes et à danser sur How It Survive. En revanche, tous les serveurs, tous les serveurs, tous les esclaves, eux portent le masque. Par contre, tous les convives, et vas-y, je te touche, et vas-y, je t'embrasse, et vas-y, que je te fasse des hugs, etc. Sans masque. Avec M. Véran aussi, qui était présent, bien sûr. Mais vous voyez, à la rigueur, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils savent que vous n'avez plus aucun outil pour les mettre devant leurs responsabilités. Parce qu'ils savent qu'ils maintiennent désormais par la peau des couilles le Parlement, même si de temps en temps le Parlement refuse certaines lois, mais à la limite c'est de la mascarade, c'est de la comédie, puisque regardez l'ensemble des textes qui ont été retoqués par l'Assemblée nationale, proposés par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? Il a dit personne ne sort, on représente le texte, et vous allez le voter jusqu'à temps que vous disiez oui. C'est ça la démocratie? Non, c'est pas ça la démocratie. Alors après, je veux bien qu'on tape sur Zemmour, je veux bien qu'on le traite de tous les noms. D'ailleurs, on est bien parti pour ça. Oui, bien sûr, je parle encore de Zemmour parce que de toute façon, force est de constater qu'il est une épine dans le pied de la bien-pensance, du politiquement correct. Alors évidemment, quand on entend les autres, Hidalgo, Mélenchon, Castagnette, qui le traite de misogyne, de raciste, d'homophobe, tout va y passer. Il y en a bientôt qui vont le traiter d'être l'antéchrist. Les musulmans vont dire que c'est le shaitan. Vous verrez, tous les sobriquets, toutes les insultes vont lui tomber dessus. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas pour dire oui, il a raison. Non. C'est pour vous inviter simplement à vous poser la question, c'est un mec qui donne autant d'idées, qui en plus les défend d'une certaine façon en disant « je m'en moque, moi je dis ce que je pense ». Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Oui, c'est la démocratie, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Mais de là à en venir à vouloir presque la mort d'un individu qui très clairement a jeté des pavés dans la mare, posez-vous la question.
Alors attention, hein, encore une fois, je le dis, je ne suis pas pro-Zemmour. Je dis simplement, c'est que Zemmour, s'il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a bien un objectif, c'est qu'il y a une stratégie. Et comme l'un d'entre vous l'a très judicieusement fait constater, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, il va falloir s'atteler à savoir qui est en coulisses, qui est derrière, qui est en soutien de Zemmour. On en a déjà parlé, je vous ai déjà donné quelques indices, l'un d'entre vous a confirmé et même affiné un certain nombre de détails concernant Bolloré par exemple. Donc avant d'aller insulter Zemmour pour ce qu'il dit qui parfois est intelligent mais forcément ne plaît pas, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que lorsqu'il développe ses théories, etc. Évidemment, il y a des gens qui ne retiennent qu'une partie de la théorie pour dire « Ah, il est misogyne ». Non, il n'est pas misogyne, c'est qu'il fait un constat de réalité. Mais c'est un constat qui, évidemment, dérange. Vous savez, c'est exactement comme ce constat que j'avais fait avec vous. C'est que on en est à un point aujourd'hui où vous prenez 3 employés dans une entreprise. Vous prenez un blanc, prenez un asiatique et vous prenez un noir. Allez, on va en mettre 4, on va mettre même un musulman. Si les 4 individus sont exactement les profils identiques, c'est-à-dire avec les mêmes compétences, avec les mêmes qualités, avec les mêmes personnalités, eh bien malheureusement l'idéologie et la politique va finir par influer à un moment donné pour que l'on ne fasse pas d'équité sur les 4 individus, mais qu'on en fasse de la diversification d'opinions, de considérations et donc de la discrimination. Cette fameuse discrimination positive, c'est-à-dire qu'on sera plus attentif à protéger les intérêts du musulman, du noir et de l'asiatique parce qu'ils représentent la diversité au détriment du blanc. Le blanc est considéré, lui, comme l'héritier d'un patriarcal, d'une histoire, d'un processus sociétal de dominance blanche. La preuve, c'est qu'il représente plus de 70% de la population. Donc il doit céder aux exigences, aux revendications, aux particularismes personnels, culturels des 3 autres. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on veut légitimer ce principe dans la société française. Sauf que Zemmour, il le dit. Il dit, si on continue dans cette voie-là, ça va finir en guerre civile. Zemmour dit qu'on est déjà en guerre civile. En effet, le terme est exagéré pour ceux qui ont la vision de guerre civile qu'on a tous dans l'inconscient collectif d'une guerre interne à un pays, entre des pros, des antis, entre des partisans d'un mouvement, d'une idéologie politique, etc., contre leur antagonisme. Guerre civile d'Espagne, l'Ukraine, par exemple, où là, c'est à la fois politique mais aussi ethnique. La Yougoslavie. La Yougoslavie était une guerre civile, avant que la Yougoslavie finisse par exploser. D'ailleurs, elle a explosé avant, et c'est après qu'il y a eu la guerre, pour des questions de revendication de terre, de culture, de territoire, etc. Mais on y vient en France. Parce que si, en France, nous laissons des gens vouloir remplacer nos valeurs et nos principes par leur culture à eux, sous prétexte parce que c'est la diversité, c'est le multiculturalisme, c'est la liberté, c'est la fraternité. Non. La légalité de la liberté, de la fraternité, elle fonctionne sur le peuple français. Peuple unique et indivisible. Indivisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différenciation d'un individu à un autre. Or aujourd'hui, force est de constater que nous avons des gens qui vous tiennent des discours à la télévision, à la radio et sur Internet, où ils affirment tout le contraire
Ils sont donc bien les ennemis de la République. Et donc, quand Zemmour dit que nous sommes déjà en guerre civile, nous ne sommes pas en guerre civile conventionnelle. Nous sommes en guerre civile idéologique. Et c'est ça qu'aujourd'hui, à la télévision, à la radio, sur Internet, des gens veulent absolument faire en sorte que personne parmi vous ne le comprenne dans ce sens. Alors, en effet, Zemmour a une façon d'expliquer les choses très provocatrice. Mais c'est son rôle. Et il le joue très bien. Après, je vous dis, on peut être d'accord, pas d'accord, sur la sémantique, sur le développement, sur les arguments. Mais si on approfondit la question, oui, idéologiquement, culturellement, il y a aujourd'hui en France une guerre civile. Mais ça, il faut le comprendre. Tout ça pour vous dire que si en plus vous rajoutez du dumping social, vous rajoutez de l'ultralibéralisme, vous rajoutez des problèmes sociaux, de la misère, de la précarité, pour soi-disant après derrière proposer l'idée du revenu universel, etc. Mais encore une fois de plus, je le dis, le revenu universel, oui, mais ça sera au détriment des libertés. Et de ce fait, les gens qui bénéficieront du revenu universel seront des citoyens de seconde zone. Et là encore, on revient exactement au problème de souveraineté nationale de la République, c'est-à-dire qu'on fera de la différenciation d'un individu à un autre. Vous avez même encore aujourd'hui déjà des choses qui s'entendent sur le contrat social, mais un contrat social transformé en surveillance finalement. En surveillance des individus, sur leur comportement, sur leur attitude. Ce qu'on appelle plus vulgairement le crédit social. C'est-à-dire que si vous êtes un bon citoyen, si vous pensez bien, vous aurez des crédits positifs. En revanche, si vous êtes un contestataire, un dissident, un protestataire, eh bien vous aurez des points négatifs, comme à l'école. Et puis le jour où, face à un événement, face à un phénomène, où vous auriez normalement le droit de, eh bien vous n'aurez plus ce droit parce que vous avez été un mauvais citoyen. C'est exactement ce qui se passe en Chine, dans un certain nombre de villes, avec ce fameux système du crédit social. Je vous rappelle que je ne sais plus quel organisme vient de valider la demande du président chinois sur la normalisation du QR code. Parce que oui, pour votre petite information, sachez que le Forum économique mondial a officiellement approuvé un système mondial de code QR Covid, facilité par l'entreprise Covid Pass App, à la demande expresse du secrétaire général chinois Xi Jinping. Vous pensez toujours au Frexit ? Non. Donc, vous voyez, et on a aussi un autre événement qui n'est pas anodin, qui touche le Québec, si j'arrive à retrouver le post que j'ai mis, bien sûr je ne vais pas... Si, voilà, je l'ai retrouvé. On commence à voir émerger les périscopes des sous-marins prêts à torpiller les libertés individuelles. François Legault, Premier ministre du Québec, sur l'importance des données et des technologies numériques, en route vers l'identité bionumérique, suivie de près par un système de crédit social. Donc vous voyez, il commence à essayer de... Et le pass sanitaire n'est qu'un prémisse de ça. C'est pour ça que le gouvernement veut absolument être dans cet état d'esprit de exemplaire, de bon élève à l'échelle des mondialistes. C'est pour ça que le gouvernement veut se servir de la France comme laboratoire pour voir jusqu'où les Français seront prêts à accepter le pass sanitaire à vie. Enfin, pas forcément un pass sanitaire, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est-à-dire qu'on commence avec le pass sanitaire, ensuite on commence avec le passeport biométrique, on a déjà commencé avec le passeport biométrique, jusqu'au moment où on va regrouper tout ça. Parce qu'à l'échelle internationale, on va dire, oui, mais vous comprenez... Bon, sauf que à l'échelle internationale, ça va poser un problème, c'est que vous comprenez bien que ça va être la guerre de société pour savoir quelle société va être choisie pour son standard numérique. Parce qu'il faut une uniformisation. Sauf que vous comprendrez bien que l'uniformisation,
il y a un pays qui n'admettra jamais que ce soit un autre pays qui ait le contrat par le biais d'une entreprise, etc., c'est les États-Unis. Si la Russie, par exemple, propose un système hyper performant, qui fonctionne très très bien, qui est éprouvé par tout le monde, que même les spécialistes disent oui, ce système-là est très, très fonctionnel, les Américains feront en sorte de torpiller le truc pour imposer leur système via une société américaine, etc. Comme ils ont toujours fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment donné où, quand sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui en réalité sont un petit peu véhéments, un petit peu agressifs par rapport à ce sujet, vous traitent de complotistes. En réalité, ils le font, mais parce qu'ils le savent très bien qu'on a raison. Mais ils ont peur. Ils ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas voir la réalité en face. Vous savez, c'est ces mêmes individus en Allemagne qui, lorsqu'ils avaient les preuves sous le nez qu'à quelques kilomètres de chez eux, on était en train de faire un génocide, on était en train de faire un holocauste sur les Juifs, eh bien, il y en a qui ont dit « Non, on ne savait pas, on n'était pas au courant ». Même si de temps en temps, avec les vents, vous aviez une odeur très significative, même si vous voyez les fumées au loin, même si vous avez vu les convois de trains avec des gens dedans. Non. Ah ben non, mais je ne pensais pas que c'était ça. C'est ignoble. Et aujourd'hui, on a toujours ce genre de gens. Il suffit de voir aujourd'hui les commentaires ou les posts de certaines personnes sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Ils refusent d'admettre la réalité. Parce que ça va à l'encontre de leurs convictions, mais c'est surtout parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des conséquences de ce qu'on leur dit. Ils ont peur des conséquences de ce qu'on leur annonce. Que si demain ils ne remuent pas le cul, que si demain ils ne sont pas attentifs, que si demain ils ne se révoltent pas, eh bien c'est ce à quoi ils vont être condamnés. La nature humaine est tellement complexe que toutes les politiques et idéologies qui sont parfois balancées dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, à la télévision, etc., c'est tellement simpliste, tellement naïf, qu'il y a un moment donné, je ne comprends pas comment ça ne peut pas donner la puce à l'oreille de certaines personnes. Et d'ailleurs, en ce lien, écoutez ce qu'une personne que vous avez sans doute vue, et si je me retrouve son nom, je vous donnerai ici son nom, et voire même si j'arrive à caler la vidéo, je vais essayer de la mettre en synchro ici. Écoutez ce qu'il dit. C'est exactement l'expérience de Milham que tu rappelais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens sont devenus des multiplicateurs de la maltraitance et de l'abus. Ce sont devenus des SS. L'immense majorité des gens aujourd'hui sont devenus des SS. De bonne foi, c'est pas des salopards. Il n'y a pas 60% de la population qui sont des salopards. Non, ce sont de bonnes gens. Mais quand des bonnes gens tombent sous l'emprise de gens qui sont des manipulateurs pervers, ils s'aliènent à eux-mêmes et deviennent des multiplicateurs de l'abus. Pourquoi ? On regarde dans la mécanique de la manipulation, toujours parce que les pervers arrivent à leur faire quelque chose de profondément contraire à leurs valeurs et à leur intégrité, en faisant croire que c'est nécessaire et que c'est bien. Voilà. Et ce qui est redoutable... Tout est dit. On revient à cette fameuse expérience de Milgram, c'est-à-dire réussir à mettre dans un carquois l'individu pour s'assurer son consentement. Et en effet, il fera ce qu'on lui dira de faire, soit par pression, soit par obligation. Mais sera-t-il véritablement responsable ? Humainement, il l'est, puisque nous sommes tous responsables de nos faits et gestes, de nos actes.
Mais dans une société, nous sommes un pion, nous sommes une pièce d'un puzzle. Et force est de constater que depuis la mise en place du pass sanitaire, eh bien nous croisons tous les jours ce genre de personnes. Des personnes soumises à un ordre, qui ne sont pas responsables des conséquences de cet ordre, parce qu'eux tirent un bénéfice de ce que l'ordre a donné, mais ils n'ont plus conscience, ou ils se déresponsabilisent du fait qu'ils s'octroient un bénéfice au détriment de leurs voisins, au détriment de leurs homologues, au détriment des autres compatriotes de leur pays. Et c'est ça à quoi sert aussi le pass sanitaire. À vérifier et à tester la résilience d'un peuple, en grande majorité, où en effet, il y a une minorité d'individus qui défilent tous les samedis, qui sont 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 500 000, mais 500 000 sur une population de 68 millions. En effet, c'est ridicule. Même si nous le savons tous que pour 100 000 personnes qui manifestent dans la rue, peut-être qu'il y en a 200, 300, 400 000 qui pensent la même chose, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas le courage d'eux, qui n'ont pas la ténacité d'eux, qui n'ont pas, le courage de leurs opinions, et qui se laissent glisser dans le moule, qui se laissent aller dans la complaisance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais vous comprenez, le travail, la famille, les enfants, les factures, crédits. Eh bien, vous arrivez par construire en France une société à l'américaine, c'est-à-dire individuellement des Américains qui protestent, contestent, sont mécontents, mais socialement, la solidarité ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. À l'exception en ce moment. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça me permet de faire cette transition ? Eh bien, cette transition, turning point, ce qui se passe aux USA est comme après la récession de 1929 et les deux guerres mondiales. Plus de 4 millions d'Américains refusent de retourner au travail et les grèves se multiplient dans un pays qui ne fait pas grève. Grave crise économique possible. Ce tweet, c'est celui-ci. Et celui qui l'a fait, c'est Laurent Sailly. Si vous êtes fidèle de la chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai déjà parlé de Laurent Sailly. Laurent Sailly, c'est un visage que vous connaissez, puisqu'elle est journaliste et elle était pendant de nombreuses années correspondante aux États-Unis pour la chaîne Canal+, ITélé et je crois pour d'autres chaînes également. Entre-temps, elle a fait parfois quelques breaks pour, entre autres raisons, elle a été conseillère en communication de la campagne de Macron en 2016, ou 2017 plutôt, c'était la campagne. C'est évidemment une profonde atlantiste, elle ne s'en cache pas. Néanmoins, elle a cette qualité, c'est que de temps en temps, les faits parlent tellement d'eux-mêmes qu'elle est obligée quand même d'admettre, d'être honnête par rapport aux faits. Ça a été pour ça qu'elle a été un peu critiquée à l'époque, en 2016, lorsque, avant même que Donald Trump soit élu à la primaire pour représenter le Parti républicain à la présidentielle de 2016, elle a été une des premières journalistes à dire franchement, attention, Trump a une possibilité, un potentiel d'être élu président. Elle a été une des premières. Et elle a été critiquée pour ça. Alors certains l'ont critiquée sans connaître, sans savoir sa carrière, sa compétence, pour savoir de quoi elle parle. Et je peux vous garantir qu'elle a été une journaliste française qui a eu ses entrées dans la fameuse press room, media room de la Maison Blanche. Et donc elle a des contacts, elle a des relations avec un certain nombre de gens qui sont informés de certains faits sur le système politique américain et sur la situation tant politique, idéologique, économique, culturelle, religieuse aussi. Donc quand elle tweet ça, là, il faut se poser une question. Car en effet, nous avons de plus en plus de mal de trouver des gens compétents.
Moi-même, dans mon travail, nous avons besoin de personnel. Il y a un certain nombre de postes qui sont à pourvoir, mais il n'y a personne. Il y a actuellement beaucoup d'entreprises qui affichent sur leur devanture on embauche, mais ils ne trouvent pas. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais comment se fait-il avec autant de chômeurs, autant de gens sans emploi, qu'ils ne trouvent pas? Eh bien justement, d'un côté, vous avez des Américains qui ont les compétences et les connaissances, qui ont disparu du secteur, parce qu'ils ont été récupérés par d'autres entreprises. Donc du coup, les entreprises qui les avaient mis sur le banc à cause du lockdown, à cause de la pandémie, etc., quand ils ont voulu les reprendre, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en réalité, comme moi, ont été virées, mais ont été virées parce qu'on fermait l'activité, pour que nous puissions, nous, en tant qu'employés, avoir le bénéfice au niveau du chômage. Sauf que quand ils ont réouvert et qu'ils ont voulu reprendre leurs salariés, ils se sont rendus compte qu'il y en a beaucoup qui se sont fait piquer par la concurrence. Vous en avez d'autres qui ont capitalisé et qui aujourd'hui vivent sur leur capital. Et donc pour l'instant, ils ne sont pas pressés de retrouver du travail. Et enfin, vous avez en effet des chômeurs qui pourraient trouver du travail. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les prendre. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés, parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont crétins, parce qu'il faut toujours être derrière, parce que c'est des gamins, parce que c'est des gens qui ont fait des tas de boulot, mais ils se sont tout le temps fait virer parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas fiables. Et il y en a un sacré paquet aux États-Unis. Ce que M. Laurent Alexandre appelle les inutiles. Parce que au bout d'un moment, vous ne savez pas quoi en faire. Et voilà pourquoi on se retrouve aux États-Unis avec une relance économique qui pourrait très bien fonctionner, mais parce que on ne trouve plus les compétences, ou parce qu'on n'a plus les moyens de former ou de reformer des gens à des spécificités, eh bien on marche au ralenti. C'est-à-dire que l'économie américaine, aujourd'hui, elle fonctionne sur 3 pattes. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où est-ce qu'on va. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une qualité aux États-Unis, c'est que les Américains savent rebondir. C'est-à-dire que face à l'adversité, ils savent réagir le moment opportun. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Il y a un moment donné où ça va rebondir, où ça va réagir. Parce que c'est dans leur culture, c'est dans leur façon de voir les choses. Déjà, on commence à voir un certain nombre d'entreprises qui commencent à tourner les talons, on va dire, sur certaines valeurs, sur certains principes. Ça ne veut pas dire que ça va être le Père Noël, mais, par exemple, Amazon, aujourd'hui, pour séduire et pour trouver des employés, comme je vous l'avais expliqué, plus particulièrement des jeunes, ils ont lancé des plans de financement, c'est-à-dire que pour les employés, pour les jeunes qui veulent travailler chez Amazon et qui sont en même temps font des études universitaires, eh bien Amazon s'engage à financer leurs études, avec évidemment une contrepartie. Sauf qu'évidemment la contrepartie, c'est que le salaire est très bas finalement. Mais on soulage l'étudiant de ses frais d'inscription. Et ça, vous avez des tas d'entreprises en ce moment aux États-Unis qui commencent à se lancer dans ce principe. Mais, bien sûr, ce sont des principes qui ne sont que temporaires. Ce n'est pas là-dessus qu'on va maintenir l'économie d'un pays. C'est des procédures, c'est des principes, c'est des systèmes qui cherchent à essayer de colmater les trous, finalement. Mais ça va tenir qu'un temps. Vous savez, c'est un peu comme cette expression qui dit « c'est un bricolage qui dure ». Mais il ne va pas falloir qu'il dure très longtemps. Parce que fatalement, le pouvoir d'achat au bout d'un moment chez les Américains, il va chuter. Et déjà, la surabondance du système américain en matière de consommation fait déjà des victimes. On a déjà beaucoup de magasins, beaucoup de chaînes qui commencent à réduire leur éventail de présence dans certains endroits et qui préfèrent refocaliser leurs énergies, leurs moyens sur des entités qui, elles, ont encore un potentiel de marge, de bénéfices, de recettes, etc. Et ça c'est quelque chose qui change énormément dans les dogmes économiques américains.
mais on est encore loin de résoudre le problème, en effet, de la surconsommation. Ça, c'est un autre problème. Voilà pour cette vidéo. D'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, faites vos commentaires. Petite cloche, abonnez-vous si vous êtes nouveau, vous verrez. Ici, la liberté d'expression et la liberté de penser n'a absolument aucun aspect pécunier, puisque je le rappelle, je ne suis pas du tout référencé, je ne suis pas du tout monétisé. Je suis donc libre de vous accueillir avec vos idées, vos opinions, et de les partager ici même dans ces vidéos. D'ici pour la prochaine, portez-vous bien.